matin, mesdames et messieurs. Je suis Gladys Caron, vice-présidente de communication chez Investissement Québec, et il me fait grand plaisir de vous accueillir à notre deuxième classe de maître Compétiver. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Compétiver, c'est notre initiative visant à encourager les entreprises à adopter des technologies propres et des pratiques éco-responsables, de sorte qu'elles soient plus compétitives tout en réduisant leur empreinte environnementale. Nous sommes d'ailleurs très heureux de l'enthousiasme que l'initiative soulève depuis son lancement et à preuve, vous êtes plus de 400 ce matin à vous être inscrits. Le diagnostic de performance environnementale industrielle que nous proposons dans le cadre de Compétiver a aussi suscité beaucoup d'intérêt et vous avez été plusieurs à nous demander plus d'informations. C'est donc le sujet de notre classe de maître d'aujourd'hui. Notre présentation se fera en deux temps. Tout d'abord, Charlotte Fontaine, conseillère industrielle chez Investissement Québec CRIC, présentera le diagnostic et par la suite, Pierre-André Leboeuf, chargé de projet en développement durable chez Soprema, présentera un sommaire des recommandations du diagnostic réalisé pour l'usine de Richemont. Je remercie d'ailleurs Soprema pour leur précieuse collaboration dans le développement du diagnostic. En effet, afin de nous assurer que nos solutions correspondent aux besoins du marché et de nos clients, nous avons l'habitude de consulter des entreprises. C'est ainsi que Soprema a travaillé avec nous pour valider l'approche que nous proposons pour ce diagnostic. Pour votre information, l'événement est enregistré et sera disponible en réécoute si vous le souhaitez. La présentation de Charlotte et de Pierre-André durera environ 30 minutes et par la suite, nous aurons une période de questions d'une dizaine de minutes. Vous pouvez d'ailleurs déjà poser vos questions dans la boîte prévue à cet effet au bas de votre écran. Alors, sans plus tarder, Charlotte, à toi la parole. Merci beaucoup Gladys. Donc aujourd'hui, c'est un honneur de vous présenter le diagnostic de performance environnementale industrielle. Donc, je fais partie de l'unité d'affaires IQ-CRIC qui est composée de 100 experts qui vous offrent avec une approche neutre et impartiale des services d'accompagnement technologique et d'innovation industrielle. Et dans ce contexte-là, nous avons développé le diagnostic que je vais présenter aujourd'hui. Excusez-moi, je prends en main le passage des acétates. Donc aujourd'hui, une entreprise ne peut pas se dire innovante si elle ne prend pas en compte les enjeux liés au développement durable. Et souvent, la question, c'est par où commencer, où on commence sur les projets qu'on a dans la tête. Donc à ce moment-là, un diagnostic de performance industrielle va vous permettre d'aller chercher à être plus vert, plus compétitif en regardant les procédés, les processus de fabrication dans votre industrie pour améliorer votre performance environnementale industrielle. Comment nous nous y prenons? Nous allons vraiment chercher à vous aider à faire mieux avec moins. Donc, au niveau de vos ressources, on va chercher à minimiser l'utilisation de vos ressources en énergie, en eau, en matières premières, en transport. Au niveau de l'environnement aussi, on va chercher à réduire votre impact environnemental en réduisant votre production de gaz à effet de serre, vos productions de matières résiduelles, comment les injecter pour faire des produits à valeur ajoutée ou pour les injecter comme intrants dans l'économie circulaire pour fournir d'autres industriels. Baissez vos rejets, baissez toutes les nuisances industrielles au niveau de la poussière, au niveau des nuisances sonores, au niveau des nuisances olfactives, vous aider à augmenter par ce fait l'image de marque, la santé, la sécurité, la cohabitation entre votre industrie et les citoyens. Donc, dans l'objectif en fait du diagnostic, on va vous aider à structurer ces démarches. Nous allons le faire via un diagnostic qui se segmente en 4 étapes. Une première étape qui consiste à rechercher, à collecter l'information auprès de votre industrie pour vraiment aller chercher tous les projets que vous avez, qui germent dans votre tête par rapport au développement durable. On va par la suite, dans une deuxième étape, venir visiter l'usine pour regarder les procédés de fabrication, les décortiquer et être à même de voir quels sont les procédés qui pourraient être améliorés. Par la suite, en troisième étape, on va chercher à analyser ces projets et à les prioriser. Et je vous expliquerai dans les prochaines minutes comment on va les prioriser en fonction vraiment de votre vision entrepreneuriale,
de votre vision d'entreprise. Et ça va nous permettre d'avoir un livrable et de pouvoir avoir un suivi à vous présenter. Alors c'est une démarche qui dure entre 4 et 6 semaines, et c'est une démarche qui, comme vous le voyez dans la slide, c'est écrit implication du client. C'est une démarche qui se veut hautement collaborative et interactive avec vous, pour s'assurer qu'on soit vraiment en bonne adéquation avec votre stratégie d'entreprise. Alors, je vous explique un petit peu plus en détail. La première chose que l'on va faire, c'est de déterminer le profil décisionnel de votre entreprise. Comment vous prenez vos décisions? Est-ce que vos décisions vont être basées sur des facteurs économiques? Est-ce qu'elles vont être basées sur des facteurs environnementaux? Est-ce qu'elles vont être basées sur des facteurs sociaux? Ça va nous permettre de dresser une liste de critères de priorisation qui vont être objectivés non seulement sur des critères scientifiques, mais surtout sur des orientations stratégiques et de vision qu'il y a dans votre entreprise. Si votre entreprise veut un gain d'image de marque et a besoin à tout prix que les produits qui soient développés sont des produits qui ont une très petite empreinte environnementale, il est évident que les projets qui ramènent à réduire l'empreinte environnementale vont être des projets qui devraient être priorisés. Il est évident que si vous êtes dans une entreprise qui n'a pas besoin d'augmenter son image de marque, mais qui est dans un contexte d'optimisation vraiment de la chaîne de procédés pour réduire les ressources qui sont utilisées, l'eau, la consommation énergétique, parce que par exemple vous avez une consommation d'électricité qui est très coûteuse et il faut trouver des moyens d'en utiliser moins et de payer moins, de réduire les coûts. Mais là on va être beaucoup plus dans un profil décisionnel économique, et les projets qui vont être sélectionnés peuvent être différents. Donc, les projets qu'on va pouvoir identifier lors de la collecte de données, si vous vous rappelez, et de la visite de l'entreprise, sont en regard à 6 axes. L'axe de l'énergie, l'axe de l'eau, l'axe des matières premières, l'axe des matières résiduelles, rejets et nuisances, l'axe des procédés d'emballage et l'axe du transport et de l'entreposage. Dans ces catégories-là, avec votre profil décisionnel, on va avoir une matrice qui va nous permettre de quantifier dans le fond la valeur attribuable à chaque projet et de pouvoir avoir une matrice que je vais vous montrer de gains et d'impact qui vont nous permettre de prioriser les projets et de faciliter votre mise en œuvre. Alors, je vous montre cette matrice qui est un des livrables que vous allez obtenir. Donc, vous voyez en axe des abscisses, en axe des X, à gauche, moins, à droite, le plus, c'est la variable de faisabilité du projet. Donc, on va aller chercher les projets les plus faisables, les moins complexes. Et en axe des ordonnées, vous avez de bas en haut les projets qui sont les plus consumer, les autres en haut qui vont vous apporter le plus haut niveau de gains totaux. Et on veut aller chercher les projets qui sont dans le premier cadran du haut, qui vont être les projets qui ont le plus haut niveau de faisabilité et les projets qui génèrent le plus grand gain totaux. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que la mise en place d'actions en développement environnemental, en développement durable, c'est pas un one-shot deal, c'est vraiment une démarche. Et vous avez aussi autour de ça toute une fédération et une mobilisation de vos employés que vous devez mettre en place pour créer du levier et créer une culture organisationnelle autour de ce changement. Et pour pouvoir fédérer et mobiliser, il faut en effet, d'un point de vue gestionnarial, aller sélectionner les projets qui vont avoir la plus grande faisabilité, les plus grands gains et pour pouvoir vraiment créer un levier sur vos investissements. Mais également, il faut créer des petits succès dans l'entreprise pour pouvoir avoir une mobilisation de vos employés qui vont être au cours du temps vos meilleurs ambassadeurs pour ces projets. D'où l'importance de réellement
prioriser ces projets non seulement sur des critères scientifiques, comme je vous le mentionnais, mais vraiment sur un alignement avec votre planification stratégique et votre vision d'entreprise, votre profil décisionnel. Donc ici, vous voyez, pour un cas qui est un cas fictif, hein, qui n'est pas le cas de Soprema pour des raisons de confidentialité, on vous met des catégories de projets, mais sachez que ces projets peuvent être étayés plus finement, hein, parce qu'évidemment, ils sont fortement reliés à la collecte de données et à la visite d'entreprise qu'on va réaliser avec vous. Mais vous voyez ici les projets de valorisation, les projets de gaz à effet de serre, d'économie circulaire de matières dangereuses sont les projets pour cette entreprise grand E qui sont les projets qui devraient être réalisés en premier pour aller chercher des gains et aller chercher cette traction, cette mobilisation aussi de l'entreprise qui est absolument fondamentale. Donc voilà essentiellement l'essence du diagnostic de performance environnementale que l'on vous propose pour pouvoir vraiment amener cette démarche par la suite de réalisation et de mise en place des projets. Évidemment, ce diagnostic est un diagnostic qui peut être financé par différents appareils, notamment par le fonds EcoLeader qui peut prendre un 50% du diagnostic sur une valeur totale de 10 000 à 15 000 dollars. Pour les projets par la suite que vous allez réaliser, il faut savoir qu'en effet, bon, au niveau d'Investissement Québec, nous avons toute cette démarche compétivaire aussi qui est portée par l'unité d'affaires IQCRIC, mais aussi par l'unité d'affaires des directions régionales avec notre directeur de compte et nos conseillers spécialisés en développement économique. Mais dans l'écosystème québécois, il y a aussi d'autres porteurs de ballon pour vous aider financièrement, tels que Sofiac, Éco-Performance, Recyc Québec, qui peuvent aussi vous aider pour ces projets. Sans plus tarder, je vais initier dans le fond le passage de ballon à Pierre-André, mon co-présentateur. Il faut savoir que dans la mise en place de ce diagnostic par notre équipe de performance environnementale industrielle, nous avons un souci d'être vraiment très alignés aux besoins industriels de notre écosystème. Et donc, nous avons travaillé étroitement, collaboré étroitement en partenariat avec Soprema, non seulement juste pour recevoir notre diagnostic, mais surtout aussi pour l'enrichir, le bonifier, le tweaker vraiment avec une saveur entrepreneuriale. Et donc aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Pierre-André qui va pouvoir vous présenter comment le diagnostic a été vécu chez Soprema, mais aussi toutes les démarches de développement durable qui sont associées. Soprema qui a 12 usines, 800 employés au Canada. Et puis, vous voyez ici en bas un petit exemple de profil décisionnel de Soprema. Mais évidemment, là, on est sur un exemple générique, comme je vous mentionnais, pour conserver la confidentialité de notre partenaire. Mais voilà, j'en profite pour si j'avais à vous donner un take-home message, c'est vraiment qu'il faut que la démarche que vous employez, qu'elle passe par notre diagnostic ou qu'elle passe par autre chose, soit intimement liée à votre profil décisionnel, à vos orientations stratégiques pour retenir les projets qui sont à haute valeur ajoutée pour votre entreprise, qui ont un grand gain et une faisabilité aussi pour créer cette traction, cette mobilisation. Donc Pierre-André, c'est à ton tour. Bon, merci beaucoup, Charlotte, pour cette belle introduction. Là. Nous, évidemment, on est ravis d'avoir été invités aujourd'hui, Soprema, pour parler de notre démarche de développement durable, mais aussi aborder notre expérience qu'on a eue avec le CRIC, puisque le principal message que je pourrais lancer aujourd'hui via cette présentation-là, c'est que le développement durable est accessible qu'on pense. Puis, pour les entrepreneurs, ben nous, justement, ce qu'on s'est dit, par exemple, en décidant de collaborer avec Investissement Québec, le CRIC, dans l'élaboration de leur programme compétitivant, c'est que on s'est dit que
c'était un bel outil pour permettre à nos partenaires, aux entreprises avec qui on collabore, qui souhaitent faire davantage de développement durable, mais qui ne savent pas trop par où commencer, ben, on estimait que c'est un bel outil pour amorcer une démarche à ce niveau-là. Puis vous allez rapidement comprendre pourquoi au fil de ma présentation, mais le principal message, c'est ça, c'est que nous, on voulait vraiment collaborer à l'élaboration de ce programme-là, puisqu'on considère qu'on ne peut pas être seul à faire le développement durable. Si on veut avancer, ben, il faut justement que le reste de l'industrie, les autres entreprises aussi emboîtent le pas. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, sur 400, je pense qu'il doit y en avoir une coupelle qui ne me connaissent pas. Mon nom est Pierre-André Leboeuf. Je m'occupe justement de la démarche de développement durable de Soprema, puis des stratégies de développement durable qu'on déploie à travers le Canada. Donc, vraiment, ma présentation est plutôt, vous allez voir, est assez brève, mais je dis beaucoup de choses, donc je vais m'assurer d'essayer de rentrer dans notre 15 minutes pour pouvoir répondre aux questions. Soprema, là, en fait, pour ceux qui connaissent moins l'entreprise, c'est une multinationale française qui a été fondée en 1908 à Strasbourg, en France. On est une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de matériaux et produits de construction pour l'étanchéité, l'isolation, l'insonorisation des bâtiments, même les systèmes de végétalisation de bâtiments, notamment pour les toitures, par exemple, les fameux toits verts. Donc, nos domaines d'intervention, ça se situe surtout dans la toiture, les matériaux d'enveloppe du bâtiment, puis aussi on intervient de plus en plus dans le secteur du génie civil. Alors, vous voyez, là, on est pas mal un petit peu partout dans toutes les petites dimensions là, de l'industrie du bâtiment. À travers le monde, nos produits se trouvent dans plus de 90 pays. C'est près de 4000 distributeurs, 8400 employés, 18 centres de recherche, puis on parle d'une soixantaine d'usines. La maison mère, de cette entreprise familiale, est située à Strasbourg, en France. Donc, j'ai oublié de changer la diapositive, pardonnez-moi. Donc, ça ressemble à ça pour justement dans le monde. Puis, justement, à l'échelle du Canada maintenant, ben, nous, notre siège social est situé à Drummondville, l'endroit où je vous parle présentement. Puis, c'est notre siège social nord-américain. Donc, on couvre le Canada, puis les États-Unis, les marchés d'Amérique du Sud également. Au Canada, on entend par 800 employés, donc à travers 11 bureaux de vente, 12 usines, puis on a aussi 9 centres de formation. Alors vraiment, on est d'un océan à l'autre, on pourrait dire. Puis pour notre démarche de développement durable, nous, si on a un constat à révéler ici aujourd'hui, c'est que le développement durable a toujours figuré dans les valeurs de l'entreprise. La direction a toujours accordé une importance à ça. Cependant, il n'y a jamais eu de plan spécifique ou de démarche structurée à cet égard-là. C'est au printemps 2018 là, environ que nous, chez Soprema, on a vraiment de manière concrète amorcé une réelle démarche de développement durable, à commencer par nommer quelqu'un qui allait s'en occuper. Puis, à peu près là, en janvier 2019, là, on a adopté notre première politique de développement durable, qui, moi, j'aime décrire comme étant où on met la table à manger, finalement, avec les couverts, pour pouvoir continuer là, cette histoire-là. Alors, à ce niveau-là, cette politique-là, nous, ce qu'on se distingue, c'est qu'elle est axée sur l'approche du cycle de vie. Donc, on le voit à l'écran là, par le visuel. Nous, la manière qu'on souhaite concrétiser le développement durable, intervenir dans l'amélioration de nos façons de faire, mais c'est à travers la chaîne de valeur de tous les secteurs de la construction. Donc, évidemment, nous, on est conscient qu'il y a beaucoup d'efforts qui doivent être faits au niveau de la conception des produits, l'approvisionnement, mais aussi la production. C'est un petit peu normal, on est une entreprise manufacturière, mais on ne veut pas perdre de vue l'importance des autres étapes, notamment la fin de vie des produits, l'étape d'installation. On a juste à penser, là, nous, c'est des produits, c'est des matériaux de construction. Hein, donc, si j'installe une membrane de toiture sur un toit puis que le produit est mal installé, ben, au niveau d'utilisation, il n'y aura pas les performances attendues. Même que s'il est vraiment mal installé, ben, on vient le précipiter tout de suite à l'étape de fin de vie. Donc, tous les efforts en amont en matière de développement durable sont moins, ils se perdent en quelque sorte, puisque cette étape-là n'est pas,
il y aurait un manquement à cette étape-là. Donc, vraiment, dans l'exemple que je veux donner, c'est que nous, on s'est dit, si on veut vraiment bien faire ça, bien faire les choses en matière de développement durable, on n'a pas le choix. On doit avoir cette vision 360-là puis considérer toutes les facettes de nos activités de manière à ce que, justement, on puisse maximiser le plus possible les gains dans les stratégies qu'on va avoir. Donc, vraiment, à ce niveau-là, nous, ça a été aussi une continuité dans notre démarche de transparence qui avait été amorcée en 2017, où, notamment pour répondre à des exigences de certification comme LEED, par exemple, en bâtiment durable, il y a eu des nouvelles versions pour cette certification-là qui nous a motivés à faire des analyses de cycle de vie de produits, puis de faire ce qu'on appelle des déclarations environnementales de produits, fait que des documents qui décrivent en quelque sorte les résultats d'une analyse de cycle de vie. Puis ça, c'était de manière à justement répondre aux exigences de ces certifications-là. Donc, nous, c'est une centaine de produits qui sont visés. Donc, au-delà de justement cet aspect-là plus scientifique sur la compréhension des impacts environnementaux de nos produits, on s'est dit, on va l'appliquer on va le vulgariser par notre démarche justement de développement durable lorsque ça va être le temps de nous améliorer. Alors, vraiment, autour de ça, nous, on a 3 engagements en développement durable que justement, c'est à partir de ces engagements-là qu'on va vouloir concrétiser le développement durable. Donc, d'une certaine manière, si j'entreprends une action, ça doit contribuer à la lutte contre les changements climatiques, ça doit contribuer à la protection de l'environnement ou l'amélioration de la santé et du bien-être humain, par exemple. Donc, à titre d'exemple, pour la lutte au changement climatique, nous, le mois dernier, on a annoncé notre engagement de réduire de 71% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Puis, dans le fond, au-delà de la contribution de nos produits en matière d'efficacité énergétique, pour ce que ça concerne, ce que ça représente pour nous, c'est par exemple d'optimiser notre gestion au niveau du transport pour l'expédition de nos produits, c'est contribuer à l'efficacité énergétique de nos bâtiments, installer des systèmes de récupération de chaleur, par exemple. Nous, on a un virage vert de véhicules électriques qui est commencé déjà, avec des véhicules hybrides aussi. On ajoute des bornes de recharge à travers nos bâtiments. Donc, vraiment, un lot d'initiatives qui témoignent de ça. Puis, en matière de protection de l'environnement, par exemple, c'est en misant sur la réduction à la source. Donc, on pense, par exemple, à l'intégration de matières recyclées ou biosourcées dans nos produits. Nous, on a un produit à Sherbrooke qui recycle le polystyrène, qui est un mal-aimé des plastiques. Puis nous, on en fait des panneaux d'isolation, par exemple. Puis le dernier, amélioration de la santé et du bien-être humain, c'est l'amélioration des environnements de travail, par exemple, avoir une meilleure compréhension sur l'incidence de nos produits, sur le confort thermique des occupants d'un bâtiment, par exemple. Donc, vraiment, nous, c'est autour de ça qu'on s'est dit, on veut concrétiser le développement durable. Alors, c'est sûr que c'est un petit peu sans surprise que j'allais dire Recycle Québec, pardonnez-moi, mais le CRIC nous ont approchés pour tester leur outil. Parce que justement, puis nous, on a dit oui parce qu'on trouvait ça vraiment intéressant parce que on a le sentiment que les entreprises doivent faire ce virage-là comme on le fait. Peut-être pas autant de manière audacieuse, mais du moins commencer à quelque part pour être conscient du potentiel d'amélioration qu'elles peuvent avoir. Puis, justement, l'usine qu'on a choisie, on l'a fait en conséquence de ça. Nous, ce qu'on a choisi, c'est l'usine de Richemont, qui est une petite usine, là, ça a environ 30 000 pieds carrés, ça a 11 employés, puis c'est une usine de fabrication de produits liquides, produits de calfeutrage, enduits de colmatage, des protecteurs d'entrée d'asphalte, par exemple, pour usage industriel, puis résidentiel. Puis nous, ce qu'on trouvait intéressant, c'est situé à Richemont, en Estrie, c'est que la réalité de cette usine-là, bien qu'elle se situe dans une grande entreprise, la réalité sur le terrain, les défis dans lesquels les gens là-bas sont exposés, peuvent beaucoup s'apparenter à la réalité d'une PME, par exemple. Donc, c'est ce que motivé enfin notre choix. Puis, comment ça s'est passé? Nous, il y a eu 2 rencontres qu'on a faites avec des experts là, du CRIC. Il y a eu 6 personnes. Moi, j'ai quand même été impressionné, là. Il y avait des chimistes, des microbiologistes, des experts industriels, des techniciens. Alors, vraiment, il y avait une équipe assez complète. Puis, ils nous ont bombardé de questions. C'est une trentaine de questions. Donc, nous, la responsabilité qu'on avait à ce niveau-là,
lors de ces rencontres-là, j'étais accompagné de Jean-François Côté, notre directeur aux affaires scientifiques à la normalisation, puis de Pascal Verville, directeur d'usine. Puis, bon, évidemment, j'étais là aussi. Puis nous, ben, c'était de répondre aux questions qu'ils nous adressaient, puis de fournir des informations complémentaires. Donc, nous, à ce niveau-là, il fallait quand même faire preuve de transparence puis de confiance à l'égard des gens pour dévoiler en quelque sorte nos chiffres. Puis en fonction des questions qu'ils adressaient, que les gens nous adressaient, bon, ça servait à faire notre profil pour lequel, ben, nous, sans surprise, étant une entreprise à but lucratif, ben, pour la dimension économique, ben, notre profil correspondait à 49 %. Puis ensuite, on avait environnementaux puis sociaux là, à hauteur de 29-22 %. Puis là, les questions très diversifiées, là, motivation, image corporative, projet en cours à venir, les contraintes, les défis, succès, s'il y a des plans de prévus. Donc, les enjeux liés au coût, perte, qualité, quantité, matière, est-ce qu'il y a des exigences en matière de réglementation, les bonnes pratiques en matière de santé, sécurité, environnement, par exemple, puis le niveau de qualification, par exemple, des employés. Donc, c'était vraiment diversifier les questions qu'on pouvait avoir. Puis ensuite, il y a eu une visite virtuelle d'usine, étant donné les circonstances. Donc, il pouvait, dans le fond, ça a été possible pour les gens du CRIC de voir finalement à quoi ressemblait l'usine. Puis, au final, on a eu le rapport final qui était composé de 23 pages. Très bien structuré dans ce que j'ai trouvé, puis très axé sur en mode solution. Donc, nous, dans tout ça, il y a eu 6 axes d'amélioration de la performance environnementale qui étaient adressés. Les 3 principaux pour nous, c'était les ressources matérielles, les matières premières et les consommables à une hauteur de 40 %. Ensuite, tout ce qui est relié au transport, manutention et entreposage, 22 %, puis les produits finis et emballages, 21 %. Puis ensuite, il y avait l'énergie, eau, déchets, rejets et autres nuisances, mais ça, c'était à une hauteur vraiment plus faible. Les 3 principaux, c'était ceux-là, en fonction du profil d'entreprise. Donc, en fonction de toutes les réponses qu'on a données, puis de l'évaluation externe, d'un regard complètement objectif, c'est nous, ce qu'on s'est fait dire, c'est « Ah, ben, vous devriez peut-être travailler là-dessus pour optimiser justement vos gains environnementaux. » Ensuite, pour l'amélioration de la performance environnementale, ben, il y a des choix qui ont été faits en fonction des opportunités, ben, justement pour identifier les opportunités. Fait que ces choix-là ont été faits en fonction des gains puis des coûts anticipés, la faisabilité de la mise en œuvre, puis les coûts-bénéfices potentiels. Alors vraiment, ce qui a été révélé, c'est que ben, il y a une belle opportunité pour réduire le coût lié aux matières premières. Nous, ça représente environ 76 % des coûts pour cette usine-là. Réduire les coûts liés aux emballages aussi. Puis un constat intéressant, c'est qu'il y avait peu de gains à faire au niveau de l'eau, des déchets, puisqu'on a une très faible consommation. Là, pour les déchets, c'est moins de 30 tonnes de déchets par année. C'est l'usine qui génère le moins de déchets là, pratiquement à travers le Canada. Donc, vraiment, tu sais, c'est ça. Là, ensuite, bon, il y a eu 14 opportunités, dont 5 prioritaires qui ont été identifiées. Donc, on parle vraiment de réduction des emballages, après ça, potentiel pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous, l'usine, elle génère seulement 59 tonnes de CO2 équivalent. Puis, c'est la seule usine qui est encore au Québec, c'est la seule usine qui est encore au mazout. Donc, c'est environ 32 % des GES associés au site. Puis, l'équipement étant vieillissant. Donc, dans le rapport, ben, c'était indiqué, ben, toutes les chaudières alternatives, les autres types de combustion qu'on pourrait avoir pour le bâtiment. Mais nous, on a un projet présentement où on veut changer pour une chaudière électrique. Donc, ça peut être... Nous, c'était déjà dans notre ambition de le faire, mais le fait que justement le CRIC en parle puis nous fasse la comparaison des autres technologies, ben, c'est comme si on avait gagné du temps à ce niveau-là pour prendre notre décision. Puis, pour terminer, il y a aussi le niveau du transport, là, où ça fait partie des opportunités. Par exemple, là, de réduire de 60 pour nous, c'est environ 60 % des GES associés au site qui sont liés au transport. Fait que ce qui est intéressant, c'est que dans le rapport du CRIC, nous, c'était déjà dans nos intentions de optimiser notre gestion logistique en matière de transport. Mais dans le rapport, il y avait une liste de firmes et d'experts potentiels. Donc, nous, c'est intéressant puisqu'il y a plusieurs entreprises, firmes, experts dans cette liste-là qui ont été sollicités pour
soumettre une proposition de projet à ce niveau-là pour nous accompagner dans notre approche. Puis là, il reste un dernier point, là, j'approche de la fin du temps que j'ai consacré, qui est lié aux emballages, mais aussi aux matières premières. Donc, matières premières, bon, on le voit à l'écran, là, c'est de voir pour utiliser des matières recyclées ou biosourcées, puis ensuite, pour les emballages, ben, c'est d'offrir peut-être des produits en vrac pour avoir une forme de réduction à la source ou miser davantage sur des emballages constitués de matières recyclées, voire même certains emballages qui pourraient être possiblement consignés. On a un programme incitatif pour encourager l'entrepreneur à ramener les emballages. Ça pourrait être une manière de réduire les coûts, mais aussi d'avoir des bénéfices environnementaux. Mais tout ça serait à évaluer à ce niveau-là si on voulait continuer dans cette logique-là. Donc vraiment, l'expérience avec le CRIC pour nous, ça a vraiment été très, très positive puisque on a pu voir de la qualité de la démarche, là, justement, proposée par le CRIC. Puis on estime que pour une entreprise, le développement durable, là, parfois, là, ça peut sembler être une montagne. Là. On ne sait pas trop par où commencer, surtout quand on commence dans ça. Ça peut être facile de se tromper, de pas prendre les bonnes décisions parce qu'on se base sur des perceptions. On pense que tel projet peut être bon, mais que finalement, ce n'est pas ce qui génère le plus de gains environnementaux et économiques aussi. Donc, vraiment, l'approche avec le CRIC, c'est qu'elle permet un petit peu de faire le ménage en quelque sorte dans tout ça. Donc, d'avoir une meilleure idée de OK, ben si je souhaite vraiment optimiser mon temps, mon argent là, dans la manière d'investir dans le développement durable, ben, ça peut être un excellent point de départ là, justement pour commencer du bon pied. Donc, je m'arrête ici. J'ai pris tout le temps que j'avais. Donc, au plaisir là, de discuter pour la période de questions. Merci beaucoup Pierre-André, merci Charlotte. Vous avez été vraiment très rigoureux sur le respect du temps. Alors, ça nous laisse beaucoup de minutes résiduelles pour des questions. On en a d'ailleurs plusieurs déjà dans le chat qui se sont ajoutées. Alors, j'invite tout le monde à ajouter vos questions si vous en avez. On va prendre le maximum d'entre elles, évidemment. Je commencerai par une première question. Tu en as un peu parlé, Pierre-André. Il y avait 14 priorités qui ont été identifiées par Investissement Québec CRIC. Vous avez retenu 5. Tu nous as un peu dit au fur et à mesure comment les choix avaient été faits, mais si tu résumais comment avez-vous raffiné la matrice de votre côté? Est-ce que ce sont les coûts qui ont d'abord orienté vos décisions? Est-ce que c'est plus votre philosophie de développement durable? Comment avez-vous fait le tri pour passer de 14 à 5 priorités? Ça le dit en priorité, là, ça ne veut pas dire que sur les 14, le reste, on s'en fout. En fait, ce que ça veut dire, c'est que sur quoi on veut commencer en premier, c'est les 5 opportunités qu'on a choisies. Puis, ce qui nous a motivé à les choisir, c'est en grande partie sur la faisabilité, mais aussi en lien avec nos orientations stratégiques. C'est comme j'ai donné l'exemple qu'on avait une cible de réduction de gaz à effet de serre. Même si c'est pas le bâtiment qui, en réalité, Richemont, c'est l'avant-dernière usine là, dans le rang de nos bâtiments qui émettent le plus de gaz à effet de serre. C'est environ même pas 50 tonnes de GES. Là. Cette usine-là, elle pourrait potentiellement être carboneuse si on voudrait, par exemple, parce que génère pas beaucoup de choses. Là, si je la compare avec une autre usine qui pourrait être à 1000 tonnes, par exemple. Donc, vraiment, à l'échelle de ce site-là, nous, les décisions, on les a basées sur ça, sur le fait, OK, la faisabilité. Fait que dans l'exemple que je vais donner, c'est la chaudière au mazout. Nous, en même temps, c'est le seul bâtiment qui a une chaudière au mazout. Donc là, il y a aussi l'aspect image, on peut communiquer du fait que, ben nous, tous nos bâtiments, il n'y a aucun de nos bâtiments qui est sous l'ancien système du mazout qui, dans les faits, est plus polluant en matière de gaz à effet de serre. Donc, ce volet-là, puis aussi, c'est intéressant, là, on est conscient du fait qu'il y a du financement possible, des subventions pour ce type de changement-là. Puis dans le cas de la chaudière au mazout, encore une fois, ben, elle s'en venait vieillissante. Donc, c'est pour réduire notre vulnérabilité du fait que on ne veut pas qu'elle nous lâche dans les mains. Là. Fait que beaucoup de ça sur le réalisme en fonction des orientations qu'on a prises.
puis des objectifs qu'on a. Même, c'est sûr que pour ce qui est intégration de matières premières recyclées puis biosourcées, ben, tu sais, ça, moi, je le catégoriserais pas dans les quick wins comme la chaudière au mazout, là. Mazout, c'est quand même facile de faire le switch, là. C'est un changement d'équipement, c'est pas trop mal. Mais changer une formule, changer une composition de produit, ça, c'est plus à long terme. Donc, on trouvait ça important quand même d'avoir des projets qui sont plus structurants sur le long terme. Donc, on l'a identifié là, pour ces raisons-là. Ça ressemble à ça. C'est pas un coup de dé, là. On n'a pas fait des gageures sur lequel qu'on veut. C'est vraiment en fonction de où est-ce qu'on s'en va puis de ce que le CRIC nous a suggéré aussi. Et je comprends que ce n'est pas non plus noir ou blanc. Il y a vraiment une foule de facteurs à prendre en considération dans chacune des priorités que vous avez identifiées. Très intéressant. Une question ici d'un de nos participants. Comment faites-vous le suivi des impacts sur, et pas nécessairement dans le contexte de Richemont seulement, mais de façon générale, lorsque vous implantez des actions, des initiatives, comment suivez-vous les impacts de tout ce que vous priorisez et déployez? Ben, c'est sûr que ce qui facilite une entreprise à la grandeur de ce tréma, c'est que l'entreprise est suffisamment grande pour avoir les moyens d'avoir quelqu'un que c'est son mandat. Donc, moi, c'est une partie de ma responsabilité de suivre notre performance au niveau de nos différents sites. Mais moi, mon travail serait impossible, vraiment, là, sans la collaboration des gens en usine qui me transmettent la donnée, par exemple. Qui m'aide à implanter des bornes de recharge pour véhicules électriques, par exemple. Donc, cette collaboration-là, bon, on va la chercher justement par la mobilisation des employés, par le fait que les gens sont motivés à avoir le sentiment de faire une différence, que l'entreprise n'est pas juste là pour faire de l'argent, elle est là aussi pour faire en sorte que on fasse évoluer le modèle d'affaires en prenant davantage en compte les autres aspects qu'on a un petit peu négligés à travers le temps, comme l'environnement, l'aspect social aussi. Donc, vraiment, c'est sûr que moi, je me mets dans la peau d'une plus petite entreprise. C'est pas toujours facile, je peux en convenir, parce que quand on a peut-être pas les moyens à la hauteur de ce qu'on est capable d'aller chercher. Mais il y a quand même de l'expertise qu'on peut aller chercher. Il y a des consultants qui peuvent offrir des services. Il y a des super programmes de subvention qui existent, là, comme par exemple, vous avez mentionné le fonds EcoLeader. Ça peut vraiment aider une entreprise à justement à commencer à amorcer une démarche de développement durable, là, puis à justement dresser un portrait, parce que vraiment, c'est la première étape. Là, avant de prendre action, là, ça peut être utile de prendre des actions, mais vraiment de juste s'arrêter, prendre le petit 3 heures, là, répondre aux questions, puis avoir le rapport qui nous dit, OK, vraiment, voici vos forces, voici ce que vous pourriez améliorer, puis on va le prioriser en fonction de ce qui est faisable, en fonction des gains, puis en fonction je me souviens pas du troisième, là, Charlotte pourrait peut-être prendre la balle au bon, mais tu sais, vraiment, après ça, la décision devient vraiment plus facile, devient plus éclairée. Donc, c'est sûr que ça prend une volonté de la direction, parce que ça touche toutes les facettes d'une entreprise, littéralement. Là. Mais c'est plus accessible qu'on pense. Vraiment, les ressources sont là, les programmes sont là, puis il y en a des experts qui offrent qui sont très compétents et qui offrent ce service-là. Donc, une entreprise qui n'a pas le moyen d'avoir une personne dédiée à 100%, ben, pourrait commencer par ça. Puis éventuellement, au fil du temps, ben, se dire, OK, ben, on est suffisamment mature pour se dire, OK, on voudrait avoir quelqu'un qui s'en occupe. Puis là, c'est sûr que quand vous avez quelqu'un qui s'en occupe, la vitesse de croisière n'est plus la même. Là. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de changements vers le mieux, vers l'amélioration, parce que là, vous avez quelqu'un qui est dédié à ça, puis c'est son rôle finalement. Fait qu'il va tout le temps vous amener un petit peu dans la petite zone. OK, on est capable de faire mieux. OK, on pourrait faire ça. Avez-vous pensé à ci? Fait que, tu sais, ça peut être très bénéfique pour une entreprise d'avoir quelqu'un comme ça. Très bien. Donc, je comprends dans la réponse qu'il y a plusieurs composantes, encore une fois. Donc, il y a l'engagement des employés, il y a la direction qui doit évidemment s'engager au premier chef, et que dans le choix, si je reviens à la question spécifique, que vous avez fait des choix vous-même des indicateurs que vous vouliez suivre. Alors, une entreprise, par exemple, vous parliez tout à l'heure du nombre de GES émis par l'usine de Richemont. Évidemment, c'est une mesure importante, mais vous auriez pu choisir d'autres mesures et c'est comme ça que vous avez bâti votre portefeuille qui vous permet d'avoir votre
bilan environnemental en fin d'année, j'imagine. Oui, Je passe à une autre question parce qu'il y en a beaucoup, alors je vais essayer de faire le meilleur échantillonnage possible. J'irai avec, est-ce que vous avez effectué ou êtes-vous en mesure, peut-être assez rapidement, de faire un bilan financier des gains financiers par vos investissements sur le plan de votre démarche de développement durable? Est-ce que vous le quantifiez? Est-ce que vous faites un effort pour aller voir en dollars comment ça se matérialise? Ben, c'est sûr que c'est une excellente question. C'est du cas par cas dans ce qu'on va quantifier. Fait il n'y a pas de. Je pourrais le faire, là, ça serait intéressant. Mais il n'y a pas de. Moi, j'ai pas fait la somme de tous les gains qu'on est allé chercher. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gains directs là, financiers qui sont possibles. Comme puis qu'on a mesuré, par exemple, Richemont, on a installé notre premier mur solaire thermique en 2012. Puis on l'a d'ailleurs fait à cette usine-là parce que c'est à plus petite échelle, fait qu'on voulait tester la technologie. Puis aujourd'hui, on en a 9 des murs solaires thermiques à travers différents sites. Puis on parle d'économies d'environ 200 000 par année, les plus là, sur le plan financier, parce que justement, on va capter l'air puis on va la réchauffer pour réchauffer le bâtiment, en fait, de manière passive. Donc, vraiment, à ce niveau-là, c'est de la consommation de gaz naturel en moins. Donc, je réduis mes gaz à effet de serre en même temps. Donc, vraiment, à ce niveau-là, c'est super intéressant pour quantifier cet aspect-là. Même chose avec les véhicules électriques ou hybrides qu'on va changer pour les véhicules à essence. On est capable tout de suite de voir que le coût au kilomètre est vraiment moins élevé. Mais il y a aussi tout l'aspect intangible qui se mesure plus difficilement, mais du moins que si on demande à un comptable de le quantifier, il va nous trouver moins drôle. Mais des choses comme l'incidence que ça peut avoir sur l'attractivité de la main-d'œuvre. Nous, nos RH nous le disent, là, que ça fait partie des choses que les candidats parlent de plus en plus, qu'il y a des gens qui arrivent en entrevue puis qui nous parlent de nos systèmes sopranature, là, qui est nos systèmes de végétalisation de toiture. Donc ça peut avoir une incidence positive pour aller chercher des candidats qui ont des valeurs qui se rapprochent des nôtres. Puis, pour la rétention aussi de la main-d'œuvre, parce que l'employé qui, lui, on le sollicite pour augmenter le recyclage dans son usine, ben, il va être fier de le faire. T'sais. Il va être plus fier que de voir que finalement, sa job, c'est de prendre le container et de le mettre là pour l'enfouissement. Fait que, il y a ça qui peut être quantifié aussi, mais qui est moins évident à quantifier, mais que je pense qu'il ne faut pas sous-estimer. Tout à fait, tout à fait. Je me tournerai vers Charlotte pour une prochaine question. Est-ce que vous prenez en compte les moyens, ça fait un bon lien avec les réponses de Pierre-André, prenez-vous en compte les moyens des entreprises, que ce soit sur le plan humain, financier, technologique, dans l'élaboration de vos recommandations, ou est-ce que vous en faites totalement abstraction? Évidemment qu'on les prend en compte et puis c'est pour cela que j'ai insisté durant la présentation sur la nécessité de mettre en place un profil décisionnel parce qu'on peut la démarche en fait d'un diagnostic de performance environnementale de façon rigoureuse et scientifique, on peut déterminer les projets qui sont peut-être les plus faciles à réaliser au niveau de la complexité scientifique. Mais ce ne serait pas une approche complète de fonctionner de cette façon-là, parce que comme vous l'avez entendu dans les dernières minutes, Pierre-André nous mentionnait toute la dimension sous-jacente dans les projets de développement durable qui est liée à l'implantation d'une culture de développement durable dans une entreprise. Donc, il y a vraiment des projets de développement durable qui touchent à toutes les unités de l'entreprise, tous les départements, qui nécessitent la mobilisation de différents employés dans l'entreprise qui doivent être des veilles, des sentinelles, des ambassadeurs pour le développement durable pour pouvoir alimenter un chef de développement durable comme Pierre-André l'est maintenant parce que Soprema a cette capacité aujourd'hui. Mais tout ça veut dire que cette inculcation de culture doit se faire même pour les petites PME. Et donc, il y a une nécessité de choisir les bons projets qui ont un bon niveau de gain, un très faible niveau de complexité pour créer ce mouvement, créer cette mobilisation. Et pour cela, il faut être intimement lié au profil décisionnel de l'entreprise. C'est quoi votre stratégie? C'est quoi votre vision? Sur
pourquoi vous voulez faire du développement durable. Est-ce que vous voulez, dans 5 ans, faire des publicités avec votre produit, avec des petits canards qui sont lavés parce qu'ils ont, on pense aux produits de liquide vaisselle qu'on voit à la télé où il y a une marée noire qui est passée et puis vous voulez utiliser une marque de commerce, une image de marque? Est-ce que c'est ça votre vision? Parce que dans ce cas-là, probablement que des gros projets, même techniquement plus denses, plus coûteux, vont être intéressants à mettre en place parce qu'il y a une logique d'image de marque et d'investissement à mettre en place, ou non, vous êtes dans une usine où il faut vraiment optimiser au niveau de la réduction de la consommation d'eau, donc changer carrément les procédés avec des équipes d'ingénieurs chimiques. Donc il y a toute cette intime relation entre le profil décisionnel, la stratégie, la vision de l'entreprise et les projets qui doit être cerné pour avoir une priorisation qui est efficiente et inculquer les bons projets. C'est pour ça qu'on prend en considération les moyens financiers, les moyens technologiques, les moyens humains de l'entreprise. Mais là, la réponse que je viens de vous donner, elle est très spécifique à un diagnostic de performance. Si maintenant je prends 2-3 pas de recul et j'essaye d'élargir un petit peu la réflexion. Au niveau financier, on a aussi au niveau d'Investissement Québec, donc tout à l'heure je vous parlais du diagnostic qui peut être pris par Ecoleader, mais on a toute la démarche de Compétiver où on a des directions régionales qui sont une unité d'affaires en soutien avec la direction IQCRIC, qui est peut-être plus la force technologique, la force d'ingénierie. On a les directions régionales où on a un bataillon de directeurs de compte et de conseillers spécialisés en développement économique qui vont être en mesure de regarder comment on peut vous aider au niveau des projets avec des contributions non remboursables, avec des prêts, des garanties de prêts. Donc là, il est évident que, quelle que soit la porte d'entrée, que ce soit mon équipe de 9 conseillers industriels, que ce soit nos directeurs de compte, nous, on se rencontre toutes les semaines. Donc, on va être en mesure de vraiment s'assurer que cette courroie de services, autant accompagnement technologique que financier, peut être réalisée pour la première dimension financière du projet. Pour la dimension humaine, on n'adresse pas les compagnies de la même façon si elles ont des porteurs de projets ou si elles sont dans une démarche où elles n'ont pas toute la capacité de réalisation et où là, il faut prendre le projet un petit peu plus clé en main de notre côté au niveau de QCRIC. Donc, on est toujours dans cette démarche neutre, impartiale, de vous rendre plus performant économiquement. Donc, de vous arriver avec la juste mesure. Si vous avez une équipe, on va peut-être se mettre un peu plus dans un rôle de coaching, dans un rôle de conseiller que dans un rôle de réalisateur complet du projet. Donc, il y a cette aussi nuance qui peut être mise en place au niveau de nos interventions. Et voilà. Je pense que ça complète un petit peu la réponse, Gladys. Parfait. J'ajouterais peut-être une dernière question à toi, Charlotte. Est-ce que dans les diagnostics que vous réalisez, vous proposez des solutions en fonction, donc oui, vous priorisez des enjeux, des projets, mais est-ce que vous allez jusqu'à recommander une liste de solutions, par exemple en valorisation de résidus industriels, sur le plan de l'efficacité énergétique? Jusqu'où allez-vous sur ce plan? Ça, ce sont des choses, Gladys, que l'on peut réaliser peut-être un peu plus détaillées en deuxième étape parce qu'on a évidemment une capacité de mettre en place les solutions. Mais l'objectif du diagnostic n'est pas de cibler les solutions, qui des fois sont même dans l'esprit de certaines personnes dans l'entreprise, de se dire des perceptions que telle solution pourrait répondre à la problématique ou telle solution pourrait répondre à la problématique. C'est de vraiment prendre un pas de recul, d'observer l'existant au niveau des procédés manufacturiers de l'entreprise, de lister avec un bon niveau de détail. C'est peut-être là qu'il est le niveau de détail, non pas dans la résolution, dans la solution, mais dans la compréhension des
des besoins et des types de projets, et de la nature de projets qui pourraient être adressés. Et à ce niveau-là, on peut aller à un plus grand niveau de détail. Quand vous voyez dans la matrice que j'ai présentée tout à l'heure, elle était très au niveau de catégorie de projet, mais on peut aller en détail dans la définition du projet, pas dans la recherche de solutions, dans la définition du projet et dans une priorisation qui vont être en lien avec, en effet, les objectifs stratégiques opérationnels pour avoir cette assise, cette grille, parce que tout à l'heure, Pierre-André, il le disait, il dit, j'en ai choisi 5 sur 14. Ça ne veut pas dire que je les laisse les autres sur le coin. Ça veut juste dire que je crée un mouvement et dans le temps, j'ai une démarche qui est structurée. Je sais quoi adresser, je sais où je vais aller avoir des gains, peut-être aller chercher un petit peu plus de cash flow, puis être en mesure d'avancer pas à pas. Donc, on n'est pas dans la recherche de solutions sur le diagnostic. Maintenant, pour pouvoir répondre quand même à ta question de façon un peu plus complète, est-ce que nous avons les capacités chez Investissement Québec CRIC de trouver des solutions? Oui. Nous avons notamment un groupe d'innovation industrielle qui fait une veille de 100 technologies d'impact parce qu'on sait à l'heure actuelle que souvent ce n'est pas une technologie qui répond à une problématique industrielle, mais un ensemble, un cocktail de technologies. Donc on a cette veille-là qui est réalisée. On a un groupe de prospective du savoir qui est en mesure d'aller chercher vraiment l'état de l'art dans un secteur spécifique pour s'assurer que nos industries vont être devant la parade ou s'assurer aussi de pouvoir aller chercher à quel niveau elles sont par rapport à leur industrie pour s'assurer de pas perdre en fait de leur compétitivité. Donc on a la possibilité de les positionner scientifiquement et technologiquement par rapport à leur industrie. On a aussi cette capacité-là, évidemment, étant donné que même avant la fusion, le CRIC était là pendant 50 ans, donc on a des personnes qui travaillent depuis 20 ans avec différents secteurs industriels. On a une transposalité de bonnes pratiques ou de technologies ou de façons d'adresser des problèmes technologiques dans des industries qui peuvent passer d'une industrie à l'autre. Donc, on a cette capacité d'innover, pas à partir de rien, comme un chercheur académique, mais vraiment de passer à une transposabilité d'une meilleure pratique, par exemple, de l'agronomie, puis de la ramener dans le domaine de la construction, parce que ça s'appliquerait dans le domaine de la construction, donc de créer du lien par de l'innovation croisée. Donc, c'est à ce niveau-là, en fait, que dans une deuxième approche, on peut adresser concrètement avec les entreprises ces projets-là, puis évidemment travailler avec les directions régionales pour financer les projets. Mais avant, il faut passer par définir le projet, parce que tout à l'heure, Pierre-André l'a dit en début, il a dit on ne sait pas par où commencer. Et puis souvent, on se bat avec des perceptions aussi, parce qu'il y a des gens qui parlent plus fort que d'autres dans l'entreprise, puis qui vont essayer de créer une traction vers des projets plutôt que d'autres. Donc, ça prend une façon des critères qui permettent vraiment de les prioriser scientifiquement, mais aussi sur la stratégie, parce qu'on est une agence de développement économique, faut pas l'oublier. On n'est pas on n'est pas là juste pour faire des tripes technologiques, on est là pour vraiment créer du levier puis s'assurer que nos entreprises vont augmenter leur chiffre d'affaires et qu'il va y avoir des beaux emplois de valeur ajoutés au Québec pour notre future génération. Donc vraiment avoir cette façon de bien structurer la réflexion et puis après on va être là pour vous aider et puis on peut même, et souvent on le fait, rentrer même en partenariat avec d'autres acteurs dans le domaine pour pouvoir avoir une belle force d'action. Oui, tout à fait. C'est le propre d'Investissement Québec de travailler en partenariat avec les joueurs de l'industrie, que ce soit sur le plan financier, technologique avec vous. Alors, merci beaucoup à vous deux. Je trouve fort intéressant comment vous avez réussi à rendre très concret, pragmatique, les approches de Soprema, le diagnostic. Merci infiniment, Pierre-André Soprema, d'avoir accepté de partager avec nous toute votre expérience, votre savoir de longue date, mais aussi quand même d'avoir pris cet axe qui est de nous accompagner dans la validation du processus de diagnostic avec votre usine de Richemont. C'est vraiment très intéressant parce que pour une grande majorité du public qui nous écoute aujourd'hui, qui sont des entreprises du secteur manufacturier, c'est une concrétisation de ce que ça peut vouloir dire pour une entreprise qui leur ressemble. Alors, merci beaucoup encore, Pierre-André. Merci, Charlotte. J'espère que nos participants sont aussi très heureux du déroulement de la rencontre. Soyez à l'affût de notre
notre prochaine classe de maître qui va avoir lieu à la mi-juin. Elle sera annoncée dans les prochains jours. D'ici là, merci de prendre quelques minutes pour compléter notre sondage que vous recevrez aujourd'hui et visiter notre page Compétiver où vous trouverez l'ensemble des détails de nos solutions offertes dans le cadre de l'initiative. Merci encore d'avoir été présent et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Au revoir. Merci à tous. Bonne journée. Merci. Bonne journée.